Donc, dialogue entre Emmanuel Lambert et David Martens. Emmanuel Lambert qui, après des études de lettres, avec agrégation et doctorat, se tourne vers l'écriture et la conception d'expositions littéraires. Elle a été la co-commissaire, et oui, c'est un terme qu'on utilise beaucoup, de l'exposition Jean Genet, L'échappée belle, qui s'est tenue en 2016 au Mucem à Marseille. Et c'est aussi au Mucem que sera organisée en octobre 2019 sa prochaine exposition sur Giono. En parallèle à ces 3 romans, 2 essais ont été nourris de son expérience de commissaire d'exposition. En l'occurrence, Mon grand écrivain, aux impressions nouvelles, publié en 2009, consacré à Alain Robbe-Grillet, et Apparition de Jean Genet, toujours aux impressions nouvelles, en 2016. En septembre 2019, donc un mois avant l'ouverture de sa prochaine exposition, elle publiera son 3e essai, Giono Furioso. Je m'excuse pour mon accent italien qui est loin d'égaler le tien, aux éditions Stock cette fois. David Martens, nul besoin de vous le présenter, il est l'un des organisateurs de cette journée, il est professeur de littérature française à la KUL Leuven. Voilà, je vous cède la parole. Merci beaucoup Julie. Alors Emmanuel, on a déjà eu une conversation téléphonique assez longue, donc je sais que comme c'était le cas pour Marie tout à l'heure, les 45 minutes vont nous paraître désespérément courtes. On va finir frustré, mais quand on termine frustré, comme je l'ai dit à quelqu'un dans les toilettes, souvent là qu'on a des grands moments d'inspiration, quand on est frustré, c'est que c'était bien souvent. Pas toujours, mais c'est vrai que c'était... Bon, j'arrête là, ouais, ok. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est une suggestion pour la fin de la journée, sachant qu'on aura à peu près 45 minutes pour échanger, disons, proposer une sorte de conclusion, plutôt que d'essayer de synthétiser, de rassembler tous les éléments qu'on aura évoqués au cours de la journée. Ce que je vous proposerai, et je vous le dis maintenant pour que vous y pensiez, c'est que chaque personne dans le public qui souhaite le faire, vous n'êtes pas obligé, hein, mais retienne une idée, voilà, une chose ou une question qui n'a pas été posée, qu'elle aurait souhaité poser, un aspect qu'on n'a pas abordé, ou précisément un aspect qu'il faudrait approfondir, que chacun se dise, voilà, ce qui me paraît important de formuler à ce moment-là, je trouve que c'est ceci ou cela. Alors, venons-en à toi, Emmanuel. Ma première question, c'est celle du parcours. Au fond, qu'est-ce qui, dans ton parcours, on sait que tu as fait des études de lettres, qu'est-ce qui t'a amené à te retrouver à un moment à devoir assurer le commissariat ou le co-commissariat d'une exposition ? Bonjour, je suis très heureuse de vous rencontrer tous. Alors, il faut remonter jusqu'à où pour répondre à ta question, parce que le Big Bang. Le Big Bang. Au moins. Je dirais que la première composante dans ce qu'on va appeler mon parcours, mon trajet, c'est sans doute la même pour tout le monde, c'est le hasard. J'avais entrepris des études de... Je pensais très naïvement, quand j'étais jeune, que quand on s'intéressait à la littérature, il fallait faire des études de lettres. Donc j'étais engagée dans des études que j'essayais de suivre avec le plus grand sérieux possible, en passant des examens, des concours, en faisant de la recherche. Enfin, j'étais très disciplinée. Et le hasard s'en est mêlé. J'avais commencé à faire de la recherche sur un auteur que j'allais retrouver des années plus tard, qui est Jean Genet. Et il se trouve que les archives de Genet étaient partiellement conservées dans un institut d'archives qui s'appelle l'IMEC, l'Institut Mémoire de l'édition contemporaine, qui est un lieu absolument merveilleux, qui, quand je les ai connus il y a une éternité, était encore une toute petite institution pilotée par des chercheurs. Depuis, ça s'est beaucoup agrandi et institutionnalisé. Mais à cette époque, c'était vraiment une sorte d'institution para-institutionnelle, où on pouvait un peu débarquer comme ça, en disant, voilà, je fais un truc sur Jean Genet, qu'est-ce que vous avez ? Et alors on vous recevait, on disait, bon, on a ci, on a ça. C'était assez génial. Donc je suis arrivée là, j'avais 21 ans. J'ai fait un stage à la suite de mes recherches, et donc j'ai pu apprendre le métier de l'archive comme ça sur le tas, en archivant et inventoriant le fonds de Roger Blin, qui est un homme extraordinaire, qui a créé, rien que ça, hein, créé les pièces de Beckett et de Genet. Donc merci Roger Blin. Et puis je suis partie, à la suite de mon stage, continuer mes études de lettres très tranquillement, voilà. Et un jour, le directeur de l'IMEC m'appelle et me dit, voilà,
Qui était à ce moment-là ? Qui s'appelait Olivier Corpet, qui est la personne qui avait fondé l'IMEC et qui était un économiste et un sociologue au départ, vous voyez, donc on était vraiment dans la recherche. Il me dit, voilà, on vient d'avoir les archives d'Alain Robbe-Grillet, et ça c'était du vivant d'Alain Robbe-Grillet, et on a besoin de quelqu'un qui nous aide avec lui, et il nous faut quelqu'un à la fois avec une formation littéraire un peu solide, parce que Robbe-Grillet, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui l'ont connu, n'était pas très commode. Donc il faut quelqu'un qui puisse avoir du répondant du point de vue des savoirs, une forme de souplesse aussi, parce qu'il faut s'adapter à lui, et qui connaisse un peu les métiers quand même de l'archivage, et pour pouvoir faire le pivot entre cette entité à peu près incontrôlable qu'est un écrivain vivant et le lieu de mémoire qui est censé travailler sur et avec lui. Donc évidemment j'ai dit oui. Et j'ai commencé comme ça, et j'ai appris sur le tas des tas de choses avec Robbe-Grillet. Donc j'ai commencé par faire une exposition sur lui. Alors là, totalement, on a appris de manière parfaitement empirique à faire tout ça à l'IMEC, en collectant des archives. Alors il se trouvait que Robbe-Grillet avait, lui, tu en as parlé Julie, un intérêt personnel pour les œuvres d'art, pour la peinture, pour le cinéma, donc ça a beaucoup aidé à concevoir l'expo, quoi. C'était un sujet assez idéal pour une exposition. Mais enfin, j'ai commencé comme ça, voilà. Et puis quelques années après, quand l'IMEC s'est agrandi, ils ont cherché à créer et développer un service des expositions, et ça a été mon métier pendant des années. Et j'en suis partie il y a 4 ans maintenant, parce que c'est des choses dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire, je suis désolée de vous infliger ce moment biographique, mais j'avais l'écriture d'un côté, le travail de l'autre, et mon enfant, et là ça devenait trop de choses en même temps, et donc j'ai quitté le travail à temps plein à l'IMEC à ce moment-là. Mais ça a été une expérience extrêmement formatrice, parce que il y a quelque chose de très concret et de vraiment sur le tas, au travail avec les écrivains et avec leurs ayants droit. C'est pour ça que je posais la question de la famille, qui est aussi un point dont on va peut-être parler, mais qui est un point qui peut être un peu délicat parfois dans la conception d'exposition littéraire, la question des ayants droit. Donc en gros, beaucoup de chance, beaucoup de travail, et voilà. Alors à l'IMEC, tu as manifestement contribué à des expositions pendant qu'ils étaient en train de mettre en place les choses, au moins avec Alain Robbe-Grillet. Du coup, quel statut t'était attribué et quel rôle jouais-tu dans la préparation de l'exposition ? Est-ce que tu étais déjà commissaire sans en avoir le titre ? Est-ce que on te donnait déjà le titre de commissaire ? Enfin, comment ça se passait de ce point de vue-là ? Alors j'ai commencé par ça, j'ai commencé par le commissariat. L'expo Robbe-Grillet, j'étais commissaire. Et ensuite, quand j'ai eu un contrat, et quand j'ai dû faire un métier, mon titre était celui de responsable des expositions. Alors ce qui veut à la fois tout et rien dire, parce que comme c'était encore une structure de taille moyenne, c'est ce type d'endroit où on fait tous un peu tout. Encore. Quand on travaille après avec des musées, tout est très séquencé, très hiérarchisé. Dans des institutions de taille moyenne, il faut qu'on se frotte un peu à tous les métiers. Donc ce titre de responsable des expositions, moi j'ai par exemple, je donne un exemple tout bête, mais j'ai passé mon permis nacelle, quoi, parce qu'il fallait, voilà. Donc, ton permis quoi ? Nacelle, vous voyez, pour monter tout en haut, parce qu'il fallait pour des raisons de sécurité qu'on soit capable de descendre le technicien s'il faisait un malaise en haut, et il y avait que moi qui pouvais le descendre puisque j'étais toute seule avec lui. Donc c'était ce genre d'endroit-là, et ça c'est des endroits extrêmement passionnants, parce que on en reparlera, mais enfin, pardon, c'est une évidence, mais une exposition, c'est quelque chose qui se passe dans l'espace. Hein. C'est vraiment en 3 dimensions. Et donc la dimension extrêmement concrète, matérielle, l'inscription vraiment dans des contraintes de temps, de budget, d'espace. Et puis alors on peut décliner tout ça, on peut faire des tas de subdivisions, d'éclairage, de climatisation. C'est très passionnant. Souvent, c'est éclaté sur plusieurs services pour des raisons évidentes qui sont que plus on fait d'expos, plus l'endroit est gros et plus les gens sont obligés d'être spécialisés. Mais quand on a eu la chance comme moi de commencer dans un endroit comme ça, on fait à peu près tous les postes plus ou moins, quoi. Et on n'est pas compétent dans tous les postes. Hein. Après, il y a des gens beaucoup plus qualifiés. Mais on est obligé d'aller un peu plus près de tout ça. Enfin, moi, j'ai même fait le chauffeur pour aller chercher des œuvres. Je veux dire, parce qu'on fonctionnait à
à 2,5 pour monter des projets, donc on était obligé de le faire. Et de travailler, alors il y a eu un moment assez enthousiasmant qui a été la mise en place de tournées. Ça a été une grosse partie de mon travail, c'était de faire tourner les expos. Et alors là, évidemment, là, on se frottait à des gens beaucoup plus professionnalisés que nous, qui étaient les musées. Et ce qui a été aussi extrêmement formateur, c'était de travailler avec des régisseurs. À quel niveau, par exemple? Qu'est-ce qui se passait de différemment par rapport à ce qui se faisait à l'IMEC? Alors, je dirais que ça se passait pas différemment, dans le sens où, si tu veux, il y a quand même une marche à suivre qui est universelle. Tu peux pas, à un moment donné, même, c'est une simple question de bon sens. Mais ça se passait mieux, c'était plus efficace. Plus efficace. Parce que plus rodé. Oui, c'était plus rodé, c'était plus encadré, c'était donc moi ce que j'ai beaucoup appris au contact des musées, c'est la régie des œuvres. C'est vraiment ce dont Marie parlait tout à l'heure, c'est-à-dire le moment où oui, tu découvres les camions, les assurances, les listes, les négociations avec les autres musées, les tractations, voilà. Ça quand on a le goût des choses concrètes, on est tout de suite très enthousiasmé par ces choses-là, parce que on voit que ça tient aussi à des choses un peu secrètes comme ça. Donc ça m'avait beaucoup plu. Les caisses, les transporteurs, tout ça, c'était formidable. Ouais. Tu parlais à propos des écrivains, et tu en avais un particulier en tête, de créatures difficilement contrôlables. Comment ça s'est passé, la gestion de sa propre exposition, du vivant de Rob Grillet? Alors, ça s'est passé étonnamment bien. Est-ce qu'il était co-commissaire aussi? Non, surtout pas. Non. Rien que d'y penser. Non, de toute façon, Rob Grillet, il n'aurait pas pu être co-commissaire. Il aurait été commissaire. Et voilà, et il n'en aurait fait qu'à sa tête, donc ça aurait été un cauchemar. Non. Alors, Rob Grillet, il était un peu curieux parce que c'était quelqu'un de très autoritaire. Mais il y avait quand même toujours chez lui le goût d'apprendre quelque chose. Donc il était à la fois autoritaire, mais en même temps il n'empiétait pas sur les domaines de compétences des autres. Il essayait au contraire de les comprendre. Il agissait toujours en scientifique en fait. C'est un ingénieur agronome et il a gardé ça toute sa vie. C'est un observateur de ce qui se passait autour de lui. Et il y a autre chose qui est important, c'est que parallèlement à l'exposition, j'ai travaillé aussi à l'édition de textes et d'entretiens. Donc il y avait un projet d'édition parallèle qui le maintenait très occupé. Et il y avait le catalogue. Et alors ça m'a beaucoup intéressée. C'est-à-dire que l'exposition, à un moment donné, il a vraiment complètement... Il nous a laissé travailler quasiment seul. C'était sa femme Catherine qui était un peu son émissaire, qui vérifiait qu'on n'allait pas dans des... Mais enfin, il n'y avait pas de raison finalement qu'on aille dans des endroits qui ne leur plaisaient pas, parce que les Rob Grillet étaient des gens très transparents. Quoi. Donc, mais il est assez peu intervenu. En revanche, sur le catalogue, ça a été un enfer sur Terre. Et je crois que c'est tout simple, c'est que Rob Grillet... et là, c'est pas une question de personnalité, c'est vraiment une question d'esthétique, c'est vraiment une question d'œuvre. C'est une œuvre qui reprise des ruines. C'est une œuvre de la ruine, l'œuvre de Rob Grillet. C'est quelqu'un qui me fait penser, vous savez, à ces abeilles qui n'arrêtent pas de reconstruire la ruche quand elle est détruite. Quoi. Et donc, il savait que c'est comme dans les écritures, c'est-à-dire ce qui reste, c'est les écrits. L'expo, pour lui, c'était du volatile. Donc, il était très flatté et très heureux, mais il mettait vraiment sa concentration. En gros, toute la dose d'ennui qu'il a pu nous susciter, enfin me susciter en l'occurrence, parce que ça je le faisais seul, c'était sur le catalogue et ça a été... à quel niveau notamment? Tout, partout, tout le temps, tu peux pas savoir. Le plus drôle, c'était le plus drôle et en même temps le plus attendu, on aurait dû s'en douter, mais c'était la couverture. Parce qu'il y a un moment dans les expos sur les écrivains qui est toujours un moment, moi je trouve, de profond ennui, c'est la représentation de l'écrivain par le photographe. Et là, je suis en train de travailler à une exposition sur Jean Giono, par exemple, et alors ça c'est terrible parce que Giono était très coquet, donc il a posé très volontiers, il se mettait en scène, et alors ils font tous pareil, ils ont... comment on appelle ça, l'appui-main, là, tu sais, le truc là, sur le bureau, le sous-main, l'encrier, la plume, alors il pose avec la main comme ça, la pile de feuilles, les lunettes, et en fait, à chaque fois, on a l'impression que c'est toujours la même. C'est bizarre parce que, pour avoir discuté avec pas mal d'écrivains, tous te disent que c'est vraiment la photo qui les emmerde et que c'est les photographes qui leur infligent ça. Ah oui? Bah écoute, je sais pas, en tout cas, il y a un coupable, je sais pas qui c'est, mais ce qui est sûr, c'est que on a vu ça et on n'a rien vu, en fait, quand on a vu une photo comme ça, elle ne dit rien. Et alors, sur Giono, j'ai eu un problème colossal, j'ai fini par trouver
retrouver des photos, évidemment, c'est Irving Penn. Donc là, d'un seul coup, quand il y a un grand photographe dans la boucle, ça change un peu la donne. Et Rob Grillet, qui a des milliers de photos de lui, toutes plus ou moins réussies, voulait absolument une affreuse photo qui était marron du début à la fin, avec alors il y avait tout un ton sur ton, c'est le marron, le beige, où il était âgé déjà, à son bureau, enfin la photo type quoi, mal cadrée, moche. Et c'était l'académicien. Mais c'était le sine qua non, hein. C'est-à-dire que je ne savais plus comment m'en sortir. Et alors j'ai essayé de jouer la carte, c'était pas glorieux, mais la carte narcissique, en lui disant mais vous n'êtes pas votre avantage, vous êtes beaucoup plus beau en vrai. Alors ça prenait un peu déjà, c'était bon, mais enfin quand même c'était quand même un vieux cheval, hein, on n'allait pas lui apprendre beaucoup de tours. Et un jour il s'est énervé et il m'a dit mais enfin Emmanuel, tu m'emmerdes, je vois bien que tu fais tout ce que tu peux pour pas montrer que je suis un écrivain. Alors là, je vous avoue, je me suis dit, mais ça j'ai trouvé ça quand même très intéressant. Et je lui dis, mais là, vous êtes trop un écrivain. Je lui dis, avec cette photo, vous êtes un écrivain comme les autres écrivains. Et là, le truc narcissique a marché. Là, vous n'êtes pas un écrivain comme les autres écrivains. Ce qui était assez paradoxal, parce que par ailleurs, c'est quelqu'un qui a beaucoup joué de son image, de son apparition publique, qui était extrêmement fort dans les émissions de télévision, dans les débats, enfin voilà. Et là, il s'apprêtait à faire une catastrophe. On a transigé. On a mis une photo inédite que moi je trouve très belle, qui est une photo de lui jeune, mais c'est effectivement un visage qu'on lui connaît peu, c'est-à-dire il a une petite moustache, c'est pas l'écrivain barbu de la fin, il est presque timide, quoi. C'est l'époque où il était encore presque timide, Rob Grillet, tout jeune. Et on lui a mis son affreuse photo à la fin avec la bibliographie, puisqu'elle était idoine pour la bibliographie. Alors il y a eu ça, il y a eu des allers-retours infinis sur la chronologie, parce que ce catalogue était une chose délirante, qui était une chrono au jour près de sa vie. Donc il a fallu se plonger dans les carnets secrets de sa femme, et comme ce sont des carnets secrets... où il y a des choses intéressantes. Où il y a des choses très intéressantes, mais qui mettent en cause des personnes vivantes dans des pratiques sexuelles sadomasochistes, il était évidemment hors de question que j'ai accès seul à ces carnets, parce que quand même, ils sont respectueux de la vie d'autrui. Donc ça a donné... Vous voyez, ça, c'est des choses qu'on ne fait pas quand l'écrivain est mort, par exemple. On ne passe pas un temps considérable à faire ce que j'ai fait, c'est-à-dire passer sa vie avec la femme de l'écrivain qui a ses carnets et qui dit « Vous cherchez quelle date ?» Je dis, alors, je cherche le 8 mars 52. 8 mars 52, et voilà. Et ça pour toute la vie. C'est-à-dire à chaque fois, il fallait aller... Donc on a terminé dans un état apocalyptique toutes les deux, avec des maux de crâne et tout, mais il n'y avait pas d'autres moyens, c'est-à-dire c'était de la matière vivante, c'était des choses qui étaient encore en train d'être écrites, et donc le seul moyen d'y accéder, c'était d'aller passer un temps fou avec ces gens, chez eux, dans leur papier, avec un accès réservé à certaines choses. Donc c'est une méthode de travail, voilà, c'était quand même un peu curieux. Donc il y avait cette... oui, dis-moi. Excusez-moi, je voulais ajouter quelque chose sur les ayants droit de personnes mortes, oui, parce que c'est hyper casse-pied aussi. Juste une mini anecdote. Le monsieur dont je parlais, qui est légataire des droits de Paula Modersohn-Becker, il m'a fait venir à Brême et on a lu ensemble pendant 3 heures toute ma biographie pour qu'il l'adoube. Et il me disait, mais des trucs du genre, non, c'est pas le 11 mars 1906 qu'elle s'est fait cuire du riz au lait, je vous promets. Et il regardait dans le journal et il disait c'est pas du riz au lait, c'est mal traduit, c'est tel spécial. Mais c'était un truc de folie. Donc ils peuvent être très très casse-pieds aussi. Oui, bien sûr. Non, mais absolument, parce qu'il y a une terreur de ce qui va être figé, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'événement. Dans l'expo et le catalogue, il y a le monolithe quoi, qui est là, et ils sont très conscients que d'un seul coup, schlac, ça se fiche. Je sais pas, comme tu saisis une viande, ou tu vois, il y a un truc, tu saisis le vif, quoi. Et donc les Rob Grillet étaient quand même un peu... ils percevaient la violence de ça. Tu vois, il y a eu un autre truc, c'est que il y avait encore des manuscrits chez lui. L'essentiel avait été d'abord en dépôt à la BNF, puis acheté par l'IMEC, mais il y avait encore des choses chez lui. Et je me souviens... Pour l'exposition, je me souviens notamment d'une scène, c'était le dernier manuscrit, quoi. C'est qu'on avait tout. Je parle pas, c'est dans le micro. Non, après j'aurai une question. Ah, d'accord. Donc il nous manquait ce dernier manuscrit qu'il avait fini par retrouver, je sais pas où, dans un placard, un grenier, enfin comme chez tout le monde.
Et il y a eu ce moment où je suis allée chez lui avec Olivier Corpet, donc le directeur du l'IMEC, pour prendre le dernier manuscrit, qu'il avait rangé dans une enveloppe et tout. Et il y a eu ce moment où les deux, il y avait le directeur de l'IMEC qui avait un bout du manuscrit et Rob Grillet qui avait l'autre, et aucun des deux lâchait. Je me suis dit, ils vont déchirer le dernier manuscrit de Rob Grillet. Et je voyais bien que chez lui, il y avait un côté... Après ça, c'est le tombeau, quoi. Une fois que ça c'est fait, et après ça, effectivement, il y a eu une autre scène. Ça me revient en te parlant. On avait une pièce spéciale Rob Grillet, qui était presque à elle seule une installation d'art contemporain, dans laquelle on avait mis des tas de boîtes d'archives. C'était des boîtes, elles étaient pas encore grises à cette époque-là, elles étaient dans un marron comme son horrible photo. Et alors on travaillait, je travaillais avec 2 personnes de l'IMEC qui avaient dégagé du temps pour travailler à temps plein sur l'exposition les derniers mois, parce qu'au bout d'un moment il y avait tellement de choses qu'il fallait quand même il y ait des gens qui soient là, donc qui étaient des archivistes bibliothécaires et qui découvraient l'œuvre de Rob Grillet à mesure qu'il travaillait. Ça on pourra en reparler aussi, sur les effets sur les gens qui travaillent dans les institutions, les effets de projets comme ça qui arrivent et qui font rentrer dans l'institution une matière un peu différente. Mais enfin, c'est une autre question. Et donc cette pièce était complètement recouverte de boîtes tapissées, on avait même peur que ça nous tombe dessus, quoi. On était là comme dans une grotte, et un jour il est venu. Il est venu voir, et il s'est arrêté, il était complètement figé. Moi un peu bêtement, mais enfin moi j'avais 25 ans, donc j'avais pas une idée très précise de ce que c'était l'approche de la mort à ce moment-là, disons, mais lui en revanche il avait 50 ans de plus, donc c'était, non pas 50 ans quand même, il avait 33 ans de plus, 50 ans de plus c'est Giono. Et donc il arrive, il se fige, il voit tout ça, et il regarde les étiquettes. Et les étiquettes, elles étaient identifiées par un code en archivistique qui est que on ne met pas le nom en entier des écrivains sur les étiquettes, on ne s'en sort pas sinon, c'est trop long. Donc on met les 3 premières consonnes non redoublées des noms. Donc Rob Grillet, ça faisait RBG. Voilà. Et donc il voit des milliers d'étiquettes, RBG1, RBG2, RBG3, RBG... Il s'arrête et il se met en colère et il dit « Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça va pas du tout, c'est pas moi, RBG. Moi, je signe ARG. Et il faut que vous changiez toutes les étiquettes. » Ce qu'on a fait. On a changé toutes les étiquettes. Mais finalement, c'était pas grand-chose par rapport à tout ce qu'il nous apportait. C'était un mini caprice. Il aurait pu être bien plus pénible que ça, et il n'a pas du tout fait de cette exposition et de ce catalogue une entreprise de propagande, par exemple. Ça aurait pu être quelque chose de purement hagiographique, à sa gloire, où il nous disait « je veux que vous... » Bon, pas du tout. Il nous a laissé une grande liberté intellectuelle. En revanche, il était très conscient qu'il y avait quelque chose de l'ordre de la postérité qui se jouait, et que donc la présence de la mort, ce dont je parlais tout à l'heure, affleurait à chaque instant. Et ça, c'était extrêmement intéressant. Et donc il est passé assez vite dans l'exposition, il a regardé un peu, pas trop, on sentait que... Voilà, il y avait quelque chose là ça lui mettait un vilain frisson. Presque déjà posthume qui était en train de se jouer. Ouais. Peut-être la question de Julie ? Oui, en fait j'en ai 2. La première, elle concerne justement Rob Grillet et la différence par rapport à un artiste plasticien pour qui finalement l'exposition autant que le catalogue... ça a la même importance. L'exposition est certes éphémère, mais elle laisse cette trace dans le catalogue. Et puis en même temps, ça peut, si c'est une exposition rétrospective, tenir lieu de monographie. Là, moi, j'ai l'impression que chez lui, et parce que le médium exposition n'est pas le médium, comme je le disais tout à l'heure, privilégié quand même de l'écrivain, que cet intérêt ou cette attention extrême pour le catalogue et une certaine forme de désintérêt pour l'exposition est liée au fait que, oui, c'était une sorte de monographie, de biographie, enfin l'occasion et de faire le point, tu viens de le dire, au seuil de sa mort, en tout cas elle n'était pas éloignée. Ça, c'est la première question. Et la deuxième qui va permettre peut-être de rebondir sur d'autres choses que tu as fait encore. À ce moment-là, tu es encore une
une chercheuse qui a l'étiquette de quelqu'un qui a un doctorat, qui donc j'avais pas. Enfin, je t'interromps, mais c'est aussi une anecdote qui. J'étais en train de faire mon doctorat, je l'avais pas. Voilà, mais tu n'es pas romancière à ce moment-là. Non, c'est la mort de Rob Grillet qui fait que j'écris. Ouais. Et donc. Il va y avoir ce passage, et justement l'exposition, les deux expositions, celle que tu as faite et celle que tu vas faire au MUCEM, là tu vas exposer des écrivains avec évidemment toute l'expérience que tu as eue, et notamment avec Rob Grillet, et quelle expérience, mais en même temps c'est une romancière qui maintenant fait une exposition d'écrivains. Donc j'aimerais que tu me parles de ce passage, et peut-être 2 mots sur le catalogue et le rapport, mais cet aspect-là des choses me paraît intéressant. Oui, alors, il y a effectivement, tu rappelais, moi j'étais engagée dans le fait de dire qu'on a fait des études, c'est toujours un peu, ça paraît un peu bête, mais en fait, là où c'est pertinent, c'est que j'avais une démarche scientifique, croyais-je, au départ. C'est là que les études étaient importantes comme cadre, c'est-à-dire j'étais dans un code intellectuel et discursif, qui est celui de, oui, à défaut de la science, en tout cas la scientificité du discours du chercheur en histoire littéraire, etc. Et j'ai mis longtemps à me rendre compte, mais ça c'est pour des raisons inintéressantes personnelles, mais que en fait c'était pas ça mon truc à moi. Mais ça je le savais pas encore quand j'ai commencé. Et de rencontrer, alors Rob Grillet effectivement comme grande déviation, c'est pas mal parce que c'est quelqu'un qui était, je ne saurais pas comment dire, c'est une espèce d'explosion, tu vois, tu étais là, tu es engagé dans des choses très sérieuses, et Rob Grillet, il dynamitait tout, il était d'une mauvaise foi absolue, il disait une chose et son contraire, enfin, je me souviens j'éditais un de ses textes, avec toujours mon très grand sérieux sur Moïc, de chercheuse, et un texte qui était paru dans la presse dans les années 70, et il m'appelle, il me dit, oui, non mais ça va pas, la phrase, là, machin, et tout, vas-y, corrige-la, donc je prends sous sa dictée, et puis je lui dis, non, mais... tout de même, là, on change le texte, quoi. Donc, on va publier un texte de 1972. Il m'a dit, et alors, c'est qui l'auteur ? Alors, face à ça, moi, évidemment, les choses que j'avais apprises à l'université ça était, à la fois m'avaient été très utiles, m'avaient structuré, mais en fait, et peu à peu, ça m'a permis de faire une grande déviation. Et il y a eu une conversation avec lui dont je me souviens encore aujourd'hui, qui était, souvent il me titillait, et il me disait, mais pourquoi fais-tu ta thèse sur Genet ? Pourquoi ne fais-tu pas ta thèse sur moi, par exemple ? Et je lui ai répondu, mais parce que Genet, il a un gros avantage par rapport à vous, c'est qu'il est mort. Ce que je pensais absolument, par ailleurs. Et l'ironie, c'est que c'est la mort de Rob Grillet qui a déclenché chez moi l'écriture, qui était une écriture, oui, de création, de fiction, qui était autre qu'une écriture scientifique. Tu vois, donc il y a un trajet comme ça, qui se fait, parce que moi ça se fait dans des années où je suis très jeune, c'est très formateur. Et ça a un impact sur la manière dont maintenant tu envisages les expositions d'écrivains, puisque tu continues à faire des expositions sur des écrivains, mais en tant qu'auteur maintenant. Absolument, c'est-à-dire que c'est oui et non, à vrai dire, pour être franche. C'est-à-dire, oui, je l'ai fait en tant qu'auteur, dans le sens où ce qui m'intéresse, c'est la question narrative. Et enfin, je ne vais pas dire que la question scientifique ne m'intéresse pas. Il faut quand même que les choses, il ne faut pas dire n'importe quoi. On doit quand même se documenter, se renseigner, voilà. Mais disons que c'est plus la question narrative que la question pédagogique qui m'intéresse. La question de la pédagogie, elle est prise en charge par l'institution qui m'accueille, si tu veux. C'est eux qui vont me dire, bon, voilà, attention, ceci. Mais moi, c'est la question narrative. Donc ça, c'est une problématique d'écrivain. Pas seulement, hein, c'est pas seulement la problématique des écrivains, mais c'est une problématique d'écrivains. Mais je fais aussi ces expositions en étant nourrie, je dirais presque autant de mon expérience avec Rob Grillet que de ce travail concret que j'évoquais tout à l'heure sur la production.
C'est-à-dire il y a quelque chose de l'ordre des conditions matérielles, si tu veux, de la production d'une exposition, que je trouve très passionnante. Et comme j'ai beaucoup travaillé là-dedans, ça nourrit aussi mon travail de commissaire. Ce qu'il faut peut-être mentionner, de développer, c'est que tu as travaillé vraiment dans la prod d'exposition tout à fait différente. Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure quand j'étais à l'IMEC. Alors, l'IMEC étant un institut d'archives littéraires, évidemment, on ne faisait que des expos littéraires. Donc, il y avait une forme de spécialisation déjà. Donc, si tu veux, en tant que commissaire, j'ai fait l'expo Rob Grillet et une exposition... La Fée Clochette, voilà. Sur quelqu'un que vous devez connaître ici, qui s'appelle Christian d'Autremont, qui est une exposition qui m'a beaucoup intéressée, à laquelle on a travaillé avec Pierre Alechinski. Enfin, ça, c'était extrêmement intéressant également. Donc ça, c'était comme commissaire et comme productrice. J'ai fait un certain nombre d'expositions qui sont parties à l'étranger, notamment celle qui était consacrée à Irène Nemirovsky, qui a été montée au musée de l'héritage juif de New York et reprise au mémorial de la Shoah à Paris. Une autre grosse exposition sur les archives de la vie littéraire sous l'occupation, qui a été montée aussi à la New York Public Library. C'était Robert Paxton qui était le co-commissaire de cette exposition et qui est ensuite venu à Paris. Une exposition qui est venue ici chez vous au musée des Beaux-Arts d'Ixelles sur les dessins d'écrivains, qui s'appelait L'un pour l'autre, les écrivains des signes, qui est allé à Lisbonne, à Caen, pardon, ici. Donc tout ça, c'était ce qu'on appelle en fait un commissariat logistique, quoi. Hein. Donc c'était à la fois travailler avec le commissaire intellectuel, qui était soit un historien, soit un artiste. Dans le cas de l'expo sur les dessins d'écrivains, c'était Jean-Jacques Lebel, le commissaire. Et puis avec les institutions partenaires. Et ça, quand je conçois, si tu veux, le MUSEM m'a fait l'honneur de me donner une carte blanche sur Giono. Vraiment, j'avais le droit de faire à peu près ce que je voulais. Et j'arrive quand même nourrie de cette expérience. C'est-à-dire, je sais à peu près ce qui est de l'ordre du Concevablupa, par exemple, pour l'institution qui me demande quelque chose. Et ils ont assez peu besoin de me réajuster à la réalité de leur métier, puisque je la connais déjà un peu. Même si, depuis moi que j'ai exercé ce métier-là, les choses ont aussi évolué. Hein. Il y a toujours des nouvelles choses qui arrivent, des nouveaux logiciels, parce qu'on n'en a pas parlé, mais il y a une grande humilité, par exemple, dans la constitution de la liste. C'est-à-dire que oui, on arrive avec le schéma narratif et toutes ces choses-là qu'on a en tête, et puis on se heurte très rapidement à la constitution d'une liste Excel absolument monstrueuse, avec je ne sais combien d'entrées, je ne sais combien de catégories, etc. Donc toutes ces choses concrètes-là, moi je les connaissais déjà. Ce qui permet d'avoir un dialogue avec les équipes à l'intérieur des institutions qui est déjà entamé. Dialogue de professionnels en fait. Alors ils sont plus professionnels que moi, hein, mais disons que je suis consciente de leurs difficultés et de leurs contraintes. C'est-à-dire, ce ne sont pas des censeurs, quoi. Je sais que c'est pas des gens qui sont là pour m'empêcher, moi, tout entière plongée dans ma création, pour venir me mettre des bâtons dans les roues, faute d'argent, faute de ceci. Je sais que leur place est une place assez délicate, qui est une place de négociation permanente entre la part artistique et créative du commissaire et la part institutionnelle qui inclut un certain nombre de choses, aussi d'ailleurs la transmission vis-à-vis du public, la pédagogie dont on parlait tout à l'heure, mais qui inclut des contraintes matérielles, temporelles, budgétaires, enfin voilà. Et ça, comme j'ai déjà un avant-goût de ce que c'est, on se met au travail assez vite, en fait. Peut-être plus vite qu'avec des gens qui n'ont pas encore exercé ce type de métier. Peut-être Magali ? Oui, Magali Nachtergal. Oui, c'est super intéressant, le double point de vue que vous avez. Et j'ai l'impression qu'avec Rob Grillet, ce que vous faites ressortir aussi, c'est la distinction entre exposition et muséification. Absolument. Et que ce qui l'angoissait, parce que pour moi, Rob Grillet, c'est quand même un écrivain de l'image, donc je ne vois pas en quoi ça pourrait... Il devrait se sentir comme un poisson dans l'eau dans l'exposition. Et c'est vrai que c'est presque paradoxal, mais est-ce que ce n'est pas justement le principe de muséification, de rigidification muséale qui s'oppose là à la dynamique de l'exposition telle qu'on peut la connaître aussi aujourd'hui ? Il y a sans doute de ça, c'est-à-dire il y a une verticalité. Hein, dans la muséographie, quoi. Il y a quelque chose de l'ordre de la vérité. Et Rob Grillet, comme beaucoup d'écrivains modernes, sait que la vérité, c'est une notion un peu compliquée, quoi.
Donc, et son œuvre est sur cette crête, toujours. Donc il y a ça. Il y a aussi que c'est un écrivain du contrôle, ce qui n'est pas le cas de tous les écrivains. Et que donc, étant un écrivain du contrôle, évidemment, là, il fallait qu'il accepte de ne pas l'avoir. Il a accepté de plutôt bonne grâce, hein. Franchement, ça aurait pu être bien pire. Mais à partir du moment où il n'avait pas lui le dernier mot, c'était plus compliqué pour lui. Vous voyez, il y a les... Et c'est pour ça que j'essaye toujours de le relier à son œuvre plus qu'à sa personne, en fait. C'est-à-dire qu'il y a la question de la cohérence. Ça, c'est une question. La cohérence esthétique entre l'œuvre de l'écrivain que vous exposez et l'exposition que vous faites à partir de son œuvre. Comment il y a un écho, comment on arrive à... Voilà. Et c'est pour ça que quand l'écrivain est vivant, alors il y a le cas, moi j'ai pas vu l'expo Houellebecq, donc voilà. Mais si c'est lui qui est commissaire, évidemment, là cette question se pose moins, elle peut se poser, mais disons que lui assume, il la recouvre de sa fonction à lui, quoi. Il la recouvre de son être d'auteur. Quand c'est pas lui, bon, donc il fallait qu'il accepte d'une certaine manière d'être lu par les autres, et ça on pourra en parler aussi, parce que moi je considère aussi mon travail, quand je fais des expos sur des écrivains, pour moi ce sont des lectures, mais c'est une autre question, mais il fallait qu'il accepte d'être lu par d'autres, et j'en reviens à son esthétique personnelle. C'est quelqu'un qui a une esthétique assez fermée, qui s'est beaucoup servi de la critique, mais qui voulait créer son lecteur lui. C'est qu'il n'était pas, Rob Grillet n'était pas quelqu'un qui laissait la porte ouverte à toutes les interprétations. Il est même allé jusqu'à... Alors ça, pareil, quand on a fait l'expo, bah tiens, je cherchais, je fouillais là dans les caisses qui n'avaient pas été inventoriées, et je tombe sur le manuscrit d'un texte qui s'appelle « Un écrivain non réconcilié », si je me souviens bien, d'un certain Franklin J. Matthews, et qui est un texte qui a été reproduit en préface à l'édition de poche d'un des livres de Rob Grillet dans les années 70, La Maison de Rendez-vous. Et je vois l'écriture de Rob Grillet. Je l'appelle, je lui dis, dites donc, le texte de Matthews, là, c'est votre écriture, quoi. Il me dit, ah bon, t'es sûr? Je dis, bah oui, quand même un peu, je suis un peu sûr, mais oh, bon, on raccroche et tout. Mais moi j'étais embêtée parce que je devais éditer le texte, donc je reviens à la charge. Alors il était un peu agacé. Et il faut savoir que ce texte, pendant des années, a été le number one de toutes les bibliographies des thèses sur Rob Grillet dans le monde. C'est-à-dire c'était vraiment l'exégèse géniale de son œuvre. Et donc je reviens à la charge, il me dit, oh, écoute, tu m'embêtes, tu sais bien, Matthews, c'est un universitaire australien, et puis tu sais, à cette époque, on faisait tout par fax, c'est vrai d'ailleurs, moi je travaillais encore par fax avec lui, c'était un cauchemar. On faisait tout par fax, et le fax, ça s'efface, et là il est rentré. Le fax, ça s'efface, comme tu sais. Et tu connais les éditeurs, tu peux pas leur envoyer un truc effacé, donc j'ai recopié. Donc, bon, alors le temps passe et tout. Et puis alors au moment quand même du BAT, c'était un livre qui s'appelle Le Voyageur, qu'on a édité avec Olivier Corpet quand on faisait l'expo, qui est paru chez Christian Bourgois. Et au moment du BAT, je lui dis, mais écoutez, Matthews quand même. Il m'a dit, bon d'accord, c'est moi, d'accord, on peut le dire maintenant, on était en 2001. Et donc on a, voilà. Et donc ça montre bien à quel point la réception de son œuvre, en fait, était incluse dans son œuvre. C'est que pour lui, c'était, ça faisait partie du truc. Donc il y a tout ça. Hein, c'est vraiment un cas, hein, Rob Grillet. Hein, c'est un cas très particulier. Je pourrais aussi vous parler de l'ayant droit de Jean Genet, qui est plus jeunessien que Genet, donc qu'on n'arrivait pas à joindre, on n'avait pas les autorisations, mais jusqu'un mois avant, on n'avait aucun papier officiel. Enfin bon, il y a des choses comme ça assez intéressantes qui se passent. Et la question, c'est celle du contrôle, c'est-à-dire jusqu'à où vous laissez votre œuvre s'autonomiser de vous, mais est-ce que c'est cohérent avec votre œuvre qu'elle s'autonomise de vous? Et dans le cas de Rob Grillet, c'est étendu. Ouais. Marie Dariussec. Oui, je voulais rebondir. Déjà, merci pour cette anecdote qui est géniale, que je ne connaissais pas, que Laurent connaissait apparemment. Mais je voulais rebondir que quand tu disais qu'au MUSEM, les gens avec qui tu avais travaillé n'étaient pas des censeurs, mais que
toujours très nuancé, des affaires de négociation. C'est aussi ce que j'ai senti beaucoup en faisant une exposition, c'est que tu négocies sans arrêt, en évitant le conflit, quoi. Enfin, Mais je voulais mentionner, on fait aussi des expositions dans un monde qui change. Et il y a une chose qui m'a frappée pendant l'exposition Paula Modersohn-Becker, il y avait une affiche qui était évidente, parce qu'il y a la question de l'affiche, tu en parlais aussi. Évidemment, avec la commissaire en chef, Julia, l'affiche évidente, c'était le tableau le plus célèbre où on voit Paula Modersohn-Becker à demi nue, enceinte. C'est son tableau iconique. Et en fait, ça n'a pas été possible par des effets dont j'ignore si c'est de l'autocensure du musée lui-même, ou en fait, je n'ai jamais compris de qui c'était venu. Mais elle a les seins nus. Ça veut dire pas Facebook. Ça veut dire qu'on n'aurait pas pu communiquer sur Facebook. Et pas la RATP. C'est-à-dire le métro parisien n'affiche pas de femmes seins nus. D'ailleurs, dans un souci féministe, pour le coup. Eh bien, on était quand même estomaqués. Et donc, on a choisi... Par ailleurs, l'affiche qu'on a choisie est formidable. C'est une petite fille. C'est très représentatif du travail de cette peintre. Une petite fille solennelle, mais habillée, donc. Et on ne pense pas à ces choses-là quand on fait une expo, quoi. Le métro, c'est très embêtant, par exemple, pour tout ce qui est cigarettes, pipes, parce que c'est quand même des générations d'écrivains et tout le monde fumait. Hein. Donc, les photos d'écrivains, vous avez... on les connaît tous, d'ailleurs, hein, Malraux, Sartre, enfin, là, pour Giono, je vous dis pas, je n'ai toujours la pipe à Aubec. Et on sait que les régies des métros n'accepteront pas... Et d'ailleurs, il me semble qu'ils font du zèle, hein. C'est que c'est préventif pour le métro, c'est qu'ils ne veulent pas avoir de problème. Tu vois, c'est pour ça que tu parlais d'autocensure. Oui, il y a quelque chose de cet ordre. Et par exemple, pour Genet, alors là c'était luxe, hein, on avait le choix entre 2 photos de Brassailles, donc j'étais pas très malheureuse à la fin. Mais moi, la photo qui avait ma préférence, Genet fumait, effectivement. Et donc on l'a pas prise, mais elle avait ma préférence pour des tas de raisons, c'est que c'est aussi ce qui l'a tuée. Hein. Donc voilà, c'est pas. Il avait un cancer de la gorge, il a refusé de se soigner pendant des années. Il a fini par accepter, mais parce qu'il voulait pas avoir la sécu. Vous voyez, dès que vous tirez le fil des détails sur les images, en fait, vous arrivez à la biographie par la trace, par l'image. Moi, c'est ça qui m'intéresse aussi, par l'œuvre et la trace. On commence par ça, et ensuite on tire le fil, on a la bio. Donc là, on pouvait pas. Là, on savait que et pour Giono, c'est pareil. Il faut pas qu'on ait de pipe. Enfin, c'est toujours un peu la même histoire, quoi. Oui, voilà. Pardon. À propos de ce à quoi on ne pense pas, a priori, je voudrais revenir sur un contraste qui me frappe dans ce que vous avez dit, celui entre la liberté totale qui est celle de l'écrivain d'inventer le monde qu'il veut quand il écrit, un roman, peut-être encore plus de la poésie, et qui contraste avec tout d'un coup les contraintes qui arrivent quand l'écrivain se fait commissaire, voilà que, quelle horreur ou pas, il y a l'espace, les factures, les ayants droit, etc. Et ça, c'est vraiment le même gouffre qu'entre le travail de l'écrivain, romancier ou poète, et puis le travail de ce même écrivain qui tout d'un coup, après avoir écrit X romans, se fait dramaturge. Eh bien voilà, tout d'un coup, s'il y a trop d'acteurs dans la pièce, eh bien ça va coûter trop cher, aucun directeur de théâtre ne va le monter, plus toutes les autres contraintes que vous imaginez. L'écrivain aussi, romancier ou poète, qui tout d'un coup se fait scénariste pour la télévision ou pour le cinéma. Catastrophe, il faut penser à plein de choses. Et donc je trouve que ça touche au thème général de la journée, en fait. C'est l'écrivain commissaire, et donc l'écrivain qui, comme le scénariste ou comme le dramaturge, doit découvrir des choses, des contraintes qui n'existent pas dans sa pratique originale. Absolument, et là où je trouve que vous faites un parallèle qui est très juste, c'est les contraintes qui sont des vraies contraintes au fond, pour moi en tout cas, ce ne sont pas les contraintes matérielles. C'est-à-dire, même d'une certaine manière, elles sont rassurantes, parce qu'elles vous mettent des limites. Là, par exemple, je suis en train de préparer une exposition sur Jean Giono. Jean Giono, c'est 8 tomes de Pléiade. Donc, à un moment donné, vous êtes assez content que vous dise, écoute, là, on ne va pas pouvoir exposer plus de 35 manuscrits, parce que sinon, c'est infini, quoi. Donc, la contrainte, elle peut être féconde de créativité, elle peut aider à la créativité. Mais, il y a une autre contrainte, c'est les autres. C'est-à-dire que, contrairement à l'écriture, qui est quand même un processus solitaire, une exposition, c'est un processus collectif. On parlait de négociation, il y a le moment où vous êtes seul dans la conception, la note d'intention, voilà, où il y a quelques temps comme ça, quelques étapes où vous êtes seul avec la personne de la production à discuter.
Et puis d'un seul coup, tout s'ouvre, tout le monde arrive. Et notamment cette entité maléfique qui est le scénographe, qui est donc le ou la scénographe, qui est à la fois votre allié le plus précieux, mais qui est aussi un artiste, et qui donc a sa vision. Donc vous avez des poupées russes, c'est-à-dire vous avez votre vision de l'écrivain que vous exposez, et il y a un parti pris, moi, dans les expositions que j'ai faites, il y a toujours un parti pris très fort. C'est pas ma terreur, c'est le manuel scolaire en 3D. Ça, c'est vraiment, c'est pas la peine, hein, autant aller lire le livre. Donc il y a toujours un parti pris assez fort. Donc ça, c'est vous qui lisez l'auteur, et puis ensuite il y a votre lecture de l'auteur qui est lue par le scénographe, qui va traduire ça spatialement. Et là, il y a une vraie négociation qui se met en route, parce que c'est deux imaginaires en fait qui vont rentrer presque en collision, hein, et ça peut se passer très bien. Moi, je suis ravie de travailler avec les scénographes, mais il faut être honnête, il y a un moment où nous aussi, quand on conçoit une expo, il faut qu'on accepte de l'ouvrir aux autres, et les autres, c'est pas le public, c'est tous les gens qui travaillent dans ce projet collectif. Alors il y a le scénographe, il y a le fameux service des publics qui est celui qui vous dit attention, souvent c'est soyez plus pédagogue. Donc moi souvent je réponds mais moi j'ai pas l'éducation nationale. Alors ça les laisse un peu, mais alors qu'il faut être très attentif au fait que ce que vous faites est compréhensible, mais ça peut pas primer sur la proposition artistique. Donc tout ça, c'est des gens qui d'un seul coup se mettent à avoir un point de vue qui est lui-même un point de vue à la frontière de la créativité. Et là, la négociation, elle est, et en même temps, elle est très passionnante, parce qu'elle vous apprend des choses, elle vous fait dialoguer, enfin, elle vous fait rentrer dans un processus créatif, oui, collectif, alors que quand vous écrivez, c'est pas le cas. Oui, mais c'était par rapport à Rob Grillet, donc s'il y a une vraie question, je cède le micro, parce que... Oui, j'ai une vraie question. Je voudrais vous demander des détails plus concrets concernant les expositions que vous avez consacrées à des écrivains, pour savoir quelle est la part de l'exposition concernant les manuscrits, oui, et la part d'objets éventuels, d'objets tels qu'on peut les voir, par exemple, exposés dans les maisons musées, dans les maisons oui, d'écrivains, les maisons musées, etc. Et dans votre cas, comment choisissez-vous un certain nombre d'objets plus ou moins emblématiques de l'écrivain que vous exposez? Eh bien, j'en mets jamais. J'en mets jamais parce que je pars toujours de l'œuvre. Donc, si l'objet est inclus dans l'œuvre, s'il a été traité par l'écrivain d'une manière ou d'une autre, alors là, il va être exposé comme part de l'œuvre. Mais moi, je ne mets jamais d'objets ayant appartenu aux écrivains, pour plusieurs raisons. La première, c'est que je pars de l'œuvre. La seconde, c'est qu'il y a une fétichisation de l'objet muséographié. Il y a une fétichisation de l'œuvre ? Absolument. Qui doit primer, je pense. C'est-à-dire que moi, je l'assume complètement, la fétichisation de l'œuvre, mais il faut que l'intention soit claire. Hein. Il faut qu'elle se dise aussi, il faut qu'elle s'assume. Mais les objets, si vous voulez, il y a quelque chose qui rabat, je trouve, le propos poétique sur l'à côté le plus... trivial et anecdotique. C'est-à-dire, c'est un peu comme la photo de Rob Grillet à son bureau. C'est-à-dire... j'ai eu cette discussion par exemple sur Giono qui a une immense bibliothèque, voilà, donc on va traiter la bibliothèque dans l'exposition. Mais à un moment donné, je me suis rendu compte que j'en avais un peu assez de parler de la bibliothèque de Giono, et j'ai fini par leur dire, mais vous savez ce qui est rare, c'est plutôt les écrivains qui n'ont pas de bibliothèque. C'est pas l'écrivain qui a une bibliothèque. C'est plutôt comme Genet par exemple. Genet, lui, il n'avait pas de maison, pas de bibliothèque. Pas de bibliothèque, ça donne un rapport autre au livre. Par exemple, c'est des livres qu'on apprend par cœur, parce qu'on ne va pas pouvoir les refeuilleter, parce que voilà, là c'est signifiant, le vide est plus signifiant que le plein. En revanche, ce que j'ai choisi au fil des années d'assumer de plus en plus, au départ, j'ai changé là-dessus, hein, c'est la fétichisation des manuscrits. C'est-à-dire qu'au départ, moi, quand j'ai commencé à faire de l'archivage, je parlais du fonds Roger Blin, les lettres de Beckett, j'en avais les larmes aux yeux à chaque fois, j'étais une espèce de naïveté ahurissante, mais voilà, je découvrais, voilà. Et donc, dans les expositions, j'essayais de montrer comment on fait un livre. Hein. Donc, le brouillon, la première version, la deuxième version, les épreuves, le livre. Et puis peu à peu, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même deux problèmes là-dedans. C'est que le premier, c'est qu'on fait à peu près tout le temps un livre de la même manière. C'est que c'est toujours pareil. Une fois qu'on a dit ça, ça vaut pour tous.
Et le second, c'est que c'est quand même une reconstruction. C'est-à-dire que on donne pour vivant quelque chose qu'on a soit complètement repensé et mis dans une ligne, alors qu'en fait, quand on étudie vraiment la manière dont les écrivains travaillent, ils travaillent beaucoup plus en spirale qu'en ligne. C'est très rare que vous ayez un écrivain qui va vous dire « moi je fais de 0 à plus 100 » et j'enquille les manuscrits comme ça dans l'ordre chronologique. C'est pas vrai. On part, on revient, voilà. Donc il y avait quelque chose de faussé dans cette approche un peu faussement téléologique du manuscrit. Et donc maintenant, je les fétichise complètement. C'est-à-dire je les mets tout seuls, dans leur vitrine, en assumant la part d'émotion qu'ils dégagent, parce qu'à la fin, c'est ça qui m'intéresse. C'est pas la part de travail supposé qu'on va trouver dedans, c'est la trace de l'encre sur le papier, la graphie, l'écriture de l'écrivain, ce que c'est, voilà. Comment et après, tout le monde interprète comme il veut. Avec les disques durs. Pardon. Comment tu feras avec les disques durs? Je sais pas. Je pense que je serai trop vieille à ce moment-là. Ce sera quelqu'un d'autre qui s'occupera des disques durs. Laurent Demoulin et puis Dominique de Fonréau. Non, on donne à Dominique. Okay. Alors, je vous amène le micro. Ce que vous dites par rapport à l'objet me fait penser à un texte que j'aime beaucoup de Virginia Woolf, qu'elle a publié dans le Guardian, alors la date m'échappe, mais au début du XXe siècle, où elle est allée visiter la maison des Sœurs Brontë, et qui à ce moment-là devait avoir été rénovée, enfin peu importe, et donc où était mis en vitrine une robe. Et d'une certaine manière, où, se trouvant devant cette robe, elle se dit, mais c'est la négation de ce qu'on voudrait faire. C'est-à-dire que cette robe qui semble être la preuve de la présence de Charlotte en est en fait presque la négation. Absolument. Et dans la mesure où finalement, ce que dit aussi Woolf, c'est qu'elle dévore tout l'ensemble. C'est-à-dire que voulant rencontrer, et c'est Woolf qui dit comme ça, un grand homme qui est en fait une grande femme, enfin, donc, mais c'est intéressant, cette idée du grand homme au sens mensch, pas au sens évidemment genre. Elle dit, bah, là, je me rends compte, je rentre par le petit à côté, ce petit à côté annihile tout. Ce qui est c'est une vraie difficulté, on en reparlera tout à l'heure avec Marie-Clémence, puisque dans sa thèse, c'est vraiment ce qu'elle a pu montrer aussi dans les maisons d'écrivains ou dans les musées ateliers, donc je l'évoquerai pour Delacroix, c'est la très grande complexité de la place de l'objet dans la dimension mémorielle. Elle est très attendue par le public. Alors, le public, on lui fait dire beaucoup de choses, remarquez, mais enfin bon, malgré tout, elle semble être très attendue par le public, alors qu'en fait, elle pose beaucoup de questions qui posent la question, bien sûr, du fétichisme, mais en soi, de toute façon, oui. Toute exposition est fétichiste. J'ai fait énormément d'expositions dans ma vie, je vois pas comment il n'y a pas de fétichisme. Toute exposition est fétichiste. Donc ça, le fétichisme, à la limite, me gêne moins. Mais elle pose quelque chose qui est une question qui m'intéresse plus, qui est celle de la vérité. C'est-à-dire la vérité qui n'est pas forcément le réel et qui n'est pas forcément la véracité. Et qu'est-ce qu'il y a de plus vrai? Est-ce que c'est la robe de Charlotte Brontë, comme qu'évoquait Woolf, ou est-ce que c'est son manuscrit, ou est-ce que c'est l'évocation du lieu? Parce que moi, ce que je crois beaucoup comme type de vérité pour les écrivains, comme d'ailleurs pour les peintres, c'est la déambulation dans un lieu qu'ils ont occupé. Ça me semble extrêmement intéressant. Oui. Et là, c'est autre chose. Là, il se passe autre chose. Je trouve qu'il y a plus de... c'est un mauvais exemple parce qu'en plus, ce qu'ils en ont fait est assez moche, pardon de le dire comme ça, mais bon, pardon. Mais quand on est à la vallée aux loups, par exemple, de Chateaubriand, on retrouve plus Chateaubriand en se promenant dans les arbres que dans le lieu lui-même. Et c'est vrai aussi, par exemple, pour le musée de la Croix, où à mon avis, on trouve au moins autant de la Croix dans cette déambulation étrange d'aller sur la petite place de Fürstenberg, entrer sur la cour, etc., que dans la réalité même du lieu. Donc ça, c'est autre chose. Mais je pense que c'est cet enjeu de vérité. Et c'est très compliqué parce qu'on laisse entendre que la vérité... au public que la vérité c'est l'objet, la preuve par l'objet, cette espèce de côté testimonial de la preuve de l'objet, alors qu'en fait, ça on peut en être une forme de négation. A fortiori, et je parle en conservateur de musée, donc en connaissant bien les usages, a fortiori parce que l'objet dans un musée, on est obligé de le mettre en vitrine. Absolument. Et que donc, il est plus vrai, puisqu'il est, ça devient plus, enfin, je vais être outrancière, ça va être plus la casserole avec n'importe quoi, ou la cafetière, par exemple, pour prendre un exemple célèbre. La cafetière avec laquelle Balzac faisait vraiment son café, enfin, buvait vraiment dans lequel il buvait vraiment son café, ça devient un objet dans une vitrine, avec, alors là, vraiment, je peux entrer dans des détails, avec le fait qu'on va être obligé du silica gel pour empêcher qu'il y ait trop d'humidité, enfin bref, etc. Donc ça devient n'importe quoi, sauf une cafetière. Pardonnez-moi, parce qu'une cafetière, c'est le truc que vous mettez sur votre gaz pour faire votre vrai café.
Bon. Voilà. Et c'est là où, moi, ça me pose vraiment des questions qui sont passionnantes, auxquelles il n'y a pas de réponse univoque. Mais ça pose la question quand même de l'articulation entre la vie et l'œuvre dans l'exposition. C'est ce dont on parlait tout à l'heure. Et la représentation, c'est-à-dire la vie, l'œuvre et la représentation des deux. C'est ça les enjeux. Alors que moi, j'appelle lecture. C'est pour ça que je disais tout à l'heure. Moi, je suis historienne de l'art, alors j'appelle ça. Et moi, étant écrivain, pour moi, je lis les écrivains. Donc je commence par lire leur œuvre et je pars de là. Et évidemment, les enquêtes, et c'est ça qui a nourri les livres aussi que j'écris, le livre que j'ai écrit sur Giono qui va paraître en septembre, il est nourri en fait de cette lecture particulière de l'œuvre, qui est la lecture qui vient de la commande qui vous est passée pour une expo. On ne lit pas de la même manière. Et après, ça donne une enquête sur les à côté de la vie. Et quand vous dites, par exemple, effectivement, la cafetière en vitrine et tout, moi j'ai le même problème avec les livres. Moi, un livre dans une vitrine, ça me donne envie de pleurer. Je ne parle pas des très beaux livres, vous voyez, des très beaux livres du Moyen-Âge ou des choses comme ça. Je parle d'un livre de 1980 sous vitrine. Je ne comprends pas ce qu'il fait là. Enfin, il est là pour être ouvert, il n'est pas là. Alors, mais pourquoi ? Parce qu'en fait, le livre, c'est la phase ultime où on va passer à la commercialisation de l'œuvre. C'est-à-dire, on n'est plus. Donc, on est toujours entre ce qu'on appelle un peu vite, je trouve, le laboratoire ou la fabrique, vous voyez, des trucs qui sont un peu des lieux communs comme ça, sur comment on fait, et la commercialisation, et ça donne des objets que moi, à titre personnel, je n'aime pas trop, mais parfois on est obligé d'en passer dans les expos pour des raisons historiques, qui sont les objets de commercialisation et de promotion. Donc le livre, la couverture, l'affiche pour le cinéma, par exemple les affiches de cinéma encadrées, bon d'accord, mais qu'est-ce que ça dit du film ? Dans le cas de Giono, on a un cas intéressant, puisqu'il s'est intéressé au cinéma, il en a fait, il avait fondé sa société de production de cinéma, parce qu'il était fou furieux des adaptations de Pagnol. Pour moi, l'image se montre par l'image, si vous voulez. Pas par une affiche encadrée. Donc on est, parce que c'est toujours c'est parce que l'œuvre doit se montrer par l'œuvre. Donc on est toujours sur un terrain un peu compliqué, où quand moi je fais une expo sur Giono, j'assume un parti pris de lecture qui est le mien, qui est ma vision, mais évidemment, c'est Giono que les gens vont venir voir, c'est pas moi. Donc il faut quand même avoir une courtoisie qui est de laisser à l'intérieur de ma lecture les traces de leur auteur, pour éventuellement les amener à le redécouvrir. Mais ça, bien sûr, de toute façon, toute exposition, et Marie Darrieussecq l'a bien dit tout à l'heure, est subjective, est un point de vue, et vous le disiez aussi à l'instant, rien de pire qu'un livre en 3D, une exposition, c'est pas un livre terrifiant, en 3D. Ça. Ouais. C'est terrifiant, c'est juste pas possible. Mais ce qu'on oublie aussi, surtout dans l'objet muséal, puisqu'on parle aussi de muséification dans tous ces enjeux-là, ce qu'on oublie dans l'objet muséal, c'est qu'il est représentation. C'est-à-dire que je pense qu'on oublie souvent le code implicite du musée. Le musée en soi, même le musée le plus universel, est un choix établi, est subjectif et est représentation du réel. Et je pense qu'il y a vraiment une réflexion à porter, et je pense que le biais de l'écrivain en est un intéressant, pour se poser la question de ce qui est montré au musée. Et le fait que le musée joue, le musée n'est pas transparent par rapport à l'objet qu'il représente. Et or, en fait, cette représentation du musée est souvent vraiment gommée. Voilà. Vous voyez, par exemple, ce que vous disiez sur les objets, etc., j'avais parlé de la bibliothèque de Giono. Il y a des choses comme ça dans l'exposition où je me suis dit, voilà, si on les évoque de manière littérale, tout tombe. Parce que c'est un parcours, c'est une narration, ça doit être rythmé. Il doit y avoir aussi des ruses dans un parcours d'expo, comme on fait quand on fait dans un livre. Bon, du suspense, des rebondissements, voilà. Et donc, il y avait dans le cas de Giono, il y avait notamment 3 choses qui me paraissaient des pièges absolus, qui étaient la guerre de 14, parce que mon parti pris, c'est de dire que Giono écrivain naît dans la tranchée. Voilà, ça c'est le mien. C'est le parti pris de mon livre et de l'expo. Donc la guerre de 14, la Provence, qui est le grand cliché contre lequel il s'est battu. Et ça, comment vous le montrez ? Parce que vous pouvez faire un panneau où vous dites, oui d'accord, Giono écrivain de la Provence, mais en fait non. Enfin, une fois que vous avez fait le panneau, vous n'avez rien dit. Donc comment on fait concrètement pour incarner ça dans l'expo ? C'est pas en mettant une citation de Giono au mur que ça va s'imprimer dans la rétine du visiteur. Et il y avait la fameuse bibliothèque qui était, je vais quand même pas montrer un livre sous vitrine. Et là, je disais les poupées russes. C'est la question de la représentation de votre question qui me fait évoquer ça. Je me suis tournée vers qui ? Vers des artistes.
C'est-à-dire que moi, j'ai assumé la part narrative dans l'espace, et à un moment donné, je me suis dit, voilà, la part évocatoire, puisque je ne peux pas l'avoir par les mots, puisque là, c'est spatial, je vais me tourner vers des gens qui, eux, vont assumer la part évocatoire, qui sont des artistes. Et donc, ces 3 éléments sont traités par 3 artistes plasticiens. Donc, le premier, c'est Jean-Jacques Lebel, et voilà, qui va faire une installation immersive. Ça va être un peu, c'est un peu, bon bref, on n'a pas fini. Avec il le part gaz. sur des choses un peu dures. Jean-Jacques, évidemment, il voulait qu'on fasse venir des chars au début. Alors voyez les choses concrètes, par exemple. On voulait faire venir des chars de la gare de 14. Oui, sauf qu'il y a un problème de résistance du sol, c'est-à-dire que c'est trop lourd, en fait. Ben oui, tu vois. Donc il y a eu des problèmes aussi d'œuvres qui ne rentraient pas dans les monts de charge, enfin bon, bref, je vous passe. Donc Jean-Jacques, la gare de 14. Sur la Provence, j'ai sollicité une artiste qui s'appelle Thu Van Tran, qui est une plasticienne que j'aime beaucoup et qui est donc française d'origine vietnamienne, qui fait de grands aplats de couleurs comme ça, très très profonds. Donc elle, la commande, c'est la couleur de la Provence. Donc c'est d'évoquer la Provence de manière abstraite, en fait. C'est ça le biais que j'ai pris. Et pour la bibliothèque, j'ai fait appel à une artiste qui est aussi écrivaine, qui s'appelle Clémentine Mélois, qui travaille sur l'objet livre. Donc, je me suis dit, voilà, puisqu'on tourne autour de cette question de l'objet livre, on ne peut pas mettre un livre en vitrine comme ça, et puis dire il est bibliothèque, c'est pas très original, faisons appel à quelqu'un qui travaille cette question-là précisément de qu'est-ce que c'est que l'intimité d'un livre, qu'est-ce que c'est que l'intimité de la lecture à travers les objets. Elle travaille sur l'articulation de la culture savante et de la culture populaire à l'intérieur des livres. Donc elle a fait un ouvrage qui a eu un peu de succès, vous en avez peut-être entendu parler, qui s'appelait Sans titre, où elle détournait des couvertures en faisant des jeux de mots et tout. Donc elle est au milieu de l'expo, c'est comme le noyau, c'est la minuscule poupée russe, elle détourne toutes les obsessions de Giono eu égard au livre. Donc elle est allée observer sa bibliothèque qui est dans sa maison d'écrivain, qui est restée telle qu'elle. Elle a dégagé des séries, et avec ces séries-là, elle va détourner. Alors on a même, je pourrais vous en parler, mais on a trouvé le moyen de fabriquer des faux Pléiades, on a récupéré des trucs chez Gallimard, des chutes de couverture qu'on fait dorer, on est en train de fabriquer. Et ce sont tous des objets, en fait, c'est ce que vous disiez, ce sont des objets, mais détournés, qui de coup deviennent des œuvres, mais qui ne sont pas les objets de la réalité la plus plate, qui sont des objets qui sont comme extraits de leurs conditions misérables de cafetière et qui sont détournés par l'artiste qui réfléchit sur l'autre artiste. Voilà. Mais comme on est quand même dans un musée, malheureusement, nous, on aurait voulu que les gens puissent les toucher. Parce qu'il y a des trucs qui vont tourner, il y a des... Enfin bon, voilà. Et alors là, le musée a dit non, là, vous oubliez. Nous, on met un plexi devant, on n'en parle plus. Alors, je vous fais part de ma propre frustration à devoir nous clouer le bec à tous alors qu'on est dans un moment de grand enthousiasme. Donc si il y a frustration, pour revenir à ce que je disais au début, c'est que c'était bien, mais on va passer à table. On a 1 heure devant nous. Oui, tu nous donnes encore 5 minutes, Sofiane ? Ok. Alors, du coup, j'oriente le truc vers la question que je pensais importante à poser pour te donner l'occasion d'en parler. C'est, tu fais l'expo Robe Grillet en tant que... Tu es marche de l'IMEC. Tu te retrouves avec le MUSEM qui... Alors, est-ce que c'est vous, depuis l'IMEC, qui les sollicitez ? Est-ce que c'est le MUSEM qui vient et comment ça se présente ? Non, c'est le MUSEM qui est venu. Alors, le MUSEM, comme son nom l'indique, Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée, et il voulait faire une expo sur Genet parce que l'œuvre de Genet, elle est complètement ouverte sur la Méditerranée. Son œuvre est sa vie d'ailleurs, puisqu'il est enterré à l'Arrache au Maroc. Et il se trouve qu'il y a les archives Genet à l'IMEC. Et il y a, avec les archives Genet, il y a la méta-archive, qui est le plus grand spécialiste de Genet au monde, qui s'appelle Albert Dichy, qui est un des fondateurs de l'IMEC et qui s'occupe du fonds Genet. D'où leur sollicitation de l'IMEC, mais moi je suis partie à ce moment-là. Donc ils me sollicitent parce que j'ai déjà travaillé avec eux quand j'ai fait l'expo sur les dessins d'écrivains, et ils savent que par ailleurs je suis spécialiste, j'aime pas ce mot, mais enfin que j'ai été dans une autre vie spécialiste de l'œuvre de Genet, donc voilà, le truc se fait comme ça. Mais ils contactent d'abord l'IMEC, d'abord toi, ou les deux ensemble ? Les deux. D'accord. Et pour Giono, du coup ? Eh ben pour Giono, c'est... Ça passe pas par l'IMEC, par exemple. Ils m'ont demandé. Non. D'accord. Non, c'est à la suite de l'expo Genet.
Ok, et pourquoi ils ont pensé à toi parce qu'il y a un lien entre Giono et toi qu'ils ont perçu, ou ils se sont dit, elle fait ça bien, on va lui confier Giono? Écoute, il faudrait leur demander, hein, mais je pense que non, je pense qu'ils voulaient faire une expo sur Giono parce que, si tu veux, à Marseille, tu as Giono et Pagnol, hein, pour aller vite. Donc voilà, tu as quand même 2 grands écrivains dans un grand musée populaire où ça peut faire une expo avec beaucoup d'écho. Donc ils pensaient à Giono, mais bon, ils cherchaient, ils ne trouvaient pas. Et c'est vrai que le succès de l'expo Genet a fait qu'ils m'ont demandé si par miracle Giono ne faisait pas partie des gens que j'aimais. Il se trouvait que oui. Et donc voilà, donc c'est comme ça que c'est venu. Et peut-être une toute dernière petite question qui est un effet d'annonce un petit peu. Tu as fait l'expo Robbe-Grillet, il y a eu un bouquin sur Robbe-Grillet. Tu as fait l'expo Genet, il y a un bouquin sur Genet. Une de mes questions, c'est y aura-t-il un bouquin sur Giono? La réponse est oui. Ouais. Pourquoi? À chaque fois, est-ce que ça donne lieu à un bouquin? Quelle nécessité te conduit à écrire à chaque fois que tu fais une expo sur un auteur un bouquin qui lui est consacré ou qui est consacré à ta relation avec lui à la faveur de l'expo? Bah écoute, c'est une très bonne question, comme on dit pour gagner du temps. Robbe-Grillet est à part. Hein. Robbe-Grillet, c'est pas l'expo qui conditionne si tu veux, la nécessité du livre, elle vient pas de l'expo, elle vient de sa mort, qui intervient 7 ans après l'expo. Mais la forme du livre, tu vois, la forme du livre, elle vient de l'expo. C'est-à-dire, elle vient de ce truc très disparate, très fragmentaire, où moi je suis exactement dans la même idée que Marie, c'est-à-dire, on part de la trace. Donc on ne part pas des discours déjà constitués, on part pas on part de la matérialité de ce qui reste. Ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qui reste de quelqu'un. C'est la grande question. Tu vois, qu'est-ce qui reste de quelqu'un? Donc ce travail-là que tu fais pour l'expo, qui est de partir de la matérialité des choses, évidemment, ça conditionne un type d'écriture particulier. Donc je dirais que pour Robbe-Grillet, voilà, ça donne la forme du livre, mais ça ne lui donne pas sa nécessité. Pour Genet et pour Giono, je pense que c'est lié à ce qu'on disait, c'est-à-dire une expo est un travail collectif et c'est un travail social. C'est un travail dans lequel la société rentre par le collectif, par la contrainte économique, par la contrainte de communication, les affiches, le nombre de visiteurs. En plus là, moi dans le cas de Giono, il se trouve que c'est un musée d'État. Donc on a aussi des tas d'étapes de validation, parce que vu les budgets qui sont engagés, il est quand même bien normal que l'État jette un œil sur tout ça. Donc on passe sa vie à faire des notes d'intention, à présenter les choses, à les faire valider, à avancer pas à pas. Et je crois quand même qu'à un moment, le travail de lecture dont je parlais, s'il trouve une voie où il peut s'accomplir assez nettement et de manière assez valorisante et énergique dans une expo, il a besoin d'ombre. Et l'écriture, pour moi, c'est l'ombre. C'est-à-dire, c'est l'endroit où tu peux faire ce que tu fais quand tu es écrivain, c'est-à-dire mettre en mots quelque chose qui s'inscrit dans ta chair, dans ta psyché, dans ton sommeil, et surtout dans ta solitude, ce que te permet pas une expo. Donc c'est à la fois nourri par l'expo, parce que ce travail t'oblige à penser d'une certaine manière, et en même temps, c'est presque un contre-feu à cet hyper-éclairage que te donne l'exposition de ton discours, de sa vérifiabilité, de sa véracité, de sa pédagogie, de est-ce que ça va être compréhensible. C'est-à-dire, l'expo, c'est quand même la narration sans la poésie. Hein. C'est quand même, il y a la narration, mais il y a la part évocatoire dans la mise en espace, etc. Mais la part poétique, la part oui, j'ai pas d'autre mot que l'ombre, c'est-à-dire de macération, de rumination, de crainte même parfois. Hein, un commissaire d'expo, il doit assumer son propos, il doit être très comme ça, très sûr de lui. Si vous avez l'air de douter, il y a tout le monde qui lâche. Hein, si vous faites une expo, c'est des trop gros bateaux. Vous pouvez pas arriver en disant je me demande si finalement là c'est la catastrophe. Est-ce que je passe à gauche ou à droite de l'iceberg? Ah oui, non, il faut pas du tout. Or, un écrivain, c'est quelqu'un qui doute. Donc quand vous faites une expo comme écrivain, vous êtes toujours obligé, c'est la part de négociation dont on parlait tout à l'heure, vous endossez ce rôle social qui est nécessaire à l'accomplissement du projet, mais qui est quand même pas exactement vous, puisque vous, si vous écrivez, a priori, c'est que vous avez plutôt besoin d'ombre et de repos et de contradictions et de vérités contradictoires et de vérités successives, enfin à peu près tout l'inverse, quoi. Voilà.
On va clôturer maintenant pour ce matin. On se retrouve à 13h30, hein, c'est bien ça. Vous êtes tous cordialement invités à manger avec nous.